Qu'est-ce qu'un SDO? Un SDO, un terme un petit peu barbare, qui est le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Dans certains pays, vous trouverez schéma directeur d'aménagement urbain, mais c'est la même chose. SDO, S-D-A-U. Derrière ce terme un peu barbare, et pas très poétique, il faut l'avouer, il y a un outil d'urbanisme. Et cet outil est un outil de planification. Ça veut dire que, en principe, à part exception, on a à faire un plan de la ville. Un plan de la ville et un horizon. Régulièrement, 20 ans, 25 ans, ça dépend des pays, mais grosso modo, un horizon de 20 ans, c'est-à-dire une génération. Et donc, on a une vision de la ville dans 20 ans. Voilà. C'est la carte de la ville dans 20 ans. Si je veux caricaturer un peu, c'est à ça que sert un SDO, nous donner cette image-là. Ça permet de faire une planification physique des infrastructures principales. Les grandes voies, les grandes rocades, ça c'est très simple. Ça permet de faire une planification physique des types de zones. Plutôt là, la zone industrielle, plutôt là, l'habitat, plutôt là, l'habitat de standing, donc on décrit et définit. Comme ça. On est à une relativement grande échelle. 50 000, 60 000, 70 000, 100 000. Ça dépend bien sûr de la taille de la ville, mais on prend l'ensemble de la taille de la ville, de la surface urbanisée, bien sûr. Ensuite, souvent, la surface administrative est en deçà de la surface urbanisée, car les villes ont débordé à peu près partout. Mais on a une première limite administrative, une limite de l'urbanisation. Ensuite, on a la limite de l'urbanisation dans 20 ans. Et ensuite, tout l'interland. Le but est d'avoir une superficie qui se définit à chaque SDO suffisamment grande, une assiette foncière suffisamment grande pour pouvoir estimer à l'intérieur de cette zone que touche le SDO, de pouvoir estimer le développement de la ville. On va mettre les grandes infrastructures, le déplacement de l'aéroport, le cimetière principal, 5 abattoirs dans des quartiers. On peut descendre de manière très précise quand on a le SDO d'une ville intermédiaire ou d'une petite ville. Mais globalement, on va planifier les grands réseaux urbains, principalement les réseaux de mobilité, principalement les réseaux de mobilité automobile, les routes, mais pas que. Et puis ensuite, on va donner une image de la superficie que va prendre la ville dans 20 ans. Voilà. Par contre, ce document n'est pas opposable au tiers. Ça veut dire que, comme propriétaire privé d'un terrain, si on dit qu'il y aura de l'habitat de haut standing, je ne suis pas obligé à cet endroit-là de faire de l'habitat de haut standing. Par contre, le document est force pour l'administration qui doit normalement, qui est censé l'appliquer. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, en gros, c'est de dire comment ma ville va être. Dans 20 ans, voici le plan de ma ville. Voici où j'ai positionné les différents éléments. Alors, il y a des documents de planification stratégique, on a toute une foultitude. Dans le Ville africaine numéro 1 que vous avez peut-être suivi, on explique ces différentes phases de la planification urbaine. C'est grosso modo toutes les mêmes idées qui sous-tendent à ces SDO, c'est de pouvoir, sur une carte, jouer avec les différents éléments et les planifier, les situer sur la carte d'une manière tout à fait articulée les unes et les autres. Est-ce vraiment utile? Est-ce vraiment utile? Oui et non. Je commence par le non. Non, parce que lorsque l'on fait la critique ou qu'on regarde le SDO précédent, puisqu'on est censé refaire tous les 20 ans un SDO, on rigole en général. Pourquoi? Parce que le SDO précédent
enfin la ville actuelle n'est pas du tout la même que celle prévue par le SDO précédent. Bon, on a toujours l'impression que vers le futur on sera meilleur et qu'ils étaient moins bons avant, ça reste à prouver. Donc rien nous prouve que le SDO qu'aujourd'hui on va faire sera meilleur que celui qui a été fait il y a 20 ans et que la différence entre la réalité et ce qui était projeté ne sera pas aussi grande, personne ne sait. Mais globalement, les SDO des grandes villes africaines, souvent les capitales, qui en sont pourvues, eh bien on voit qu'il y a à la fois une planification et une réalité. Et ces deux ne se superposent que rarement, nous allons dire. Donc non, ça ne sert à rien. Oui, ça sert. Pourquoi? Parce que ça permet de réunir déjà, lors de la conception même du SDO, les acteurs de l'urbain. Ce n'est pas toujours évident. Il n'y a pas forcément d'outils, de projets qui permettent la réunion de tous les acteurs, y compris les privés. Cette réunion-là est extrêmement importante parce que ça laisse aux acteurs la possibilité de comprendre qu'il y a des différences entre les points de vue et de pouvoir commencer à co-construire quelque chose ensemble. Donc, plus que l'objet définitif ou final du SDO, c'est le processus même qui revêt de l'importance et donc qui est utile. On réunit les gens. L'autre chose, c'est que ça rassure les bailleurs de fonds. Il faut un document. C'est comme si vous écrivez un roman ou un rapport. Prenons un rapport, c'est plus probant. Souvent, on va vous demander, alors la table des matières. Et puis c'est rassurant de voir cette table des matières parce qu'on se dit, ah, il va faire les choses dans le bon ordre. Les bailleurs de fonds veulent des SDO car c'est la table des matières des financements prochains. Paradoxalement, ce n'est pas toujours articulé. Mais ça, faisons pas cette parenthèse-là. Mais c'est une sorte de table des matières. Voilà, telle route, ici, là, telle zone, tel ceci, tel cela. Et donc, pour prévoir et pour assumer de l'investissement, on est obligé de savoir où on va. Et pour savoir où on va, on le met sur une carte. Et donc, finalement, après, peu importe si ça s'est déroulé exactement comme on voulait ou pas, le fait même qu'il y ait un schéma directeur est important pour pouvoir déclencher ce processus de fabrication du territoire urbain. Donc, les acteurs se réunissent, ça déclenche et ça rassure pour l'investissement. Pour le reste, je vous laisserai maître d'en juger, mais lorsque l'on voit le gap qu'il y a entre la ville qui existe et ce qui était prévu, on se dit que définitivement, le plan ne sert à rien. Comment fait-on une planification urbaine? Comment faire une planification? En principe, c'est simple. On fait un diagnostic de la situation. Quelle est la situation aujourd'hui? Comme chez votre médecin, on fait le diagnostic du patient. Mal au bras, mal à la jambe, mal à la tête. Ensuite, on aura une vision. Qu'est-ce qu'on aimerait pour la ville? Ça, c'est la partie plus politique. Et ce diagnostic plus la vision doit nous donner la planification. Je reprends l'exemple du médecin, c'est pas parce que on a mal au bras, à la jambe et à la tête qu'on doit tout soigner et tout azimut et qu'il n'y a pas des choses qu'on va tester d'abord et d'autres après et d'autres viendront. Donc la planification finale, elle doit s'appuyer, se nourrir du diagnostic, mais elle vient s'articuler avec la vision politique qui est le choix stratégique de ce qu'on va faire avec la ville. Et c'est ça qui est extrêmement différent, c'est cette articulation diagnostic, vision, qui en principe est rarement fait correctement. Souvent on fait un gros diagnostic, et puis ensuite on ne sait plus trop ce qu'on peut en faire, donc on le met un peu de côté et on reprend la vision politique. Mais pour planifier aujourd'hui, un diagnostic, une vision, et ça nous donne la planification.
concrètement, comment cela se passe-t-il? J'ai déjà un petit peu commencé à parler de ce sujet. On va faire un diagnostic précis. Donc on va recueillir un certain nombre de données. Alors, le mauvais diagnostic, c'est quand on récolte tout azimut toutes les données que l'on trouve, et le bon diagnostic, c'est quand on récolte les données qui permettent de répondre aux questions qu'on s'est posées. C'est deux choses totalement différentes. Donc on prône pour un diagnostic rapide, léger, intelligent, intelligible. Faire une encyclopédie, c'est du domaine de Wikipédia. C'est très bien, c'est très utile, mais pour ensuite planifier, ça ne sert strictement à rien. Un exemple que je prends régulièrement, c'est que comprendre et connaître les flux de bêtes, de moutons qui arrivent dans une ville, par exemple, et les statistiques d'abattage des moutons dans des villes, ne sert à rien si ensuite je ne dois pas planifier ou je ne vais pas mettre mon abattoir quelque part. Et donc, tous les chiffres qui ne trouveraient pas un pendant dans la planification ensuite sont totalement inutiles. Le problème que l'on a, c'est que souvent les gens aiment les encyclopédies. Pourquoi? Parce que ça rassure. Mais on fait ce diagnostic précis. Et puis ensuite, tous les acteurs, tous, doivent négocier quelle est la vision. Qu'est-ce que je veux faire de ma ville? Une smart city? La ville du sport? La ville verte? Une ville du bien-être? Ou plusieurs choses à la fois? Une ville qui donnerait à tous ses habitants eau, électricité? Ces choses-là, c'est la vision. On va voir la quantité d'eau, le pourcentage des habitants qui ont accès à l'eau potable. On le verra dans le diagnostic. On décide de donner à tous l'eau pour tous. Et donc, je vais devoir monter de 40% à 99% des habitants. Et donc, toute ma planification va être poussée là-bas, vers ces questions-là. Et donc, il y a un vrai continuum. Et c'est comme ça qu'on fait concrètement. Malheureusement, c'est rarement le cas. Quelles en sont les limites? Devrait-on faire autrement? Les limites, forcément, il y en a beaucoup. Et forcément, la principale limite, elle est qu'il n'existe pas de lien entre le diagnostic et la planification. Comme je le disais tout à l'heure, on a un diagnostic, on a une vision, elle se détache du diagnostic et ensuite on prend la vision et on en fait une planification. Ce qui fait qu'en général, le diagnostic ne servait à rien. On pourrait l'enlever et faire exactement les mêmes SDO. Ça, c'est limitatif. Ça veut dire qu'on ne s'inscrit pas sur une réalité, on s'inscrit sur l'idée d'une réalité, qui sont deux choses totalement différentes. Et on doit aujourd'hui revenir à la réalité, pas à cette idée de la réalité. Donc on doit reconstruire scientifiquement les bases même de la planification urbaine. Ensuite, les limites, elles sont celles du schéma ou du plan. Il faudrait réussir à tester, est-ce que c'est immuable? Est-ce que le plan est la seule manière de faire? Ou est-ce qu'au contraire, on pourrait, à un moment donné, dépasser ce plan et faire d'autres choses? Est-ce qu'on est obligé d'avoir cette répartition en plan avec ces taches de couleur? Ou est-ce que des politiques publiques, par exemple, politique nationale, politique urbaine, auraient le même effet? Sans doute qu'il existe d'autres outils. Sans doute que ce plan est dépassable, mais aujourd'hui, pour le savoir, il faudrait qu'une ville se lance dans cette expérimentation. Donc on peut faire un appel à la ville qui voudrait se lancer. Interdiction de faire un plan. Et on regarde quels seraient les outils de gestion et de planification qu'on peut mettre en place, sans planifier de manière classique sur un plan à zéro, comme on voit régulièrement. C'est une limite, mais pour la dépasser, donc on en est conscient de cette limite, mais pour la dépasser, on n'a pas encore suffisamment d'imagination pour aller au-delà. Et donc là, il y a un véritable objet de recherche et d'expérimentation avec les villes, c'est de pouvoir passer au-delà de ça.